N'importe qui pourra dire à un agent, bah voilà, maintenant crée-moi une équipe fiduciaire, gère ma compta, gère mes trucs, démerde-toi. Et le truc, il dira, ah bah on va demander aussi à l'agent logiciel de te faire une petite app où tu peux scanner tes factures et tout. Enfin, tu vois. Et je pense, franchement, on n'y est pas si loin. Tandis qu'avec Repute, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu lui donnes le max d'autonomie, on verra, on peut changer. Tu lui balances la tâche et il se démerde. C'est-à-dire que pendant 30-45 minutes, tu peux partir. D'ailleurs, ils ont un workflow qui est aussi assez incroyable sur l'application mobile, etc., qui te met où il en est, tu peux être notifié quand c'est fini et tout. Et du coup, tu vois, tu peux aller faire autre chose. Et quand tu reviens... Selon un nouveau rapport du MIT, 95% des projets GenAI en entreprise n'ont pas de retombées mesurables sur le PNL. Malgré des dizaines de milliards investis ces derniers mois, seuls 5% des déploiements passent à l'échelle. Les causes reviennent en boucle. Outils mal intégrés au processus réel, absence de boucle d'apprentissage et de tests et un mauvais ciblage des cas d'usage. On dépense trop côté marketing alors que la valeur immédiate se trouve souvent dans l'automatisation back-office. Le rapport pointe aussi la montée d'une shadow AI. Les équipes préfèrent des outils grand public type ChatGPT aux suites entreprises, ce qui complique la gouvernance. Le message est clair. Arrêter les proof of concept décoratifs, partir des workflows, mesurer l'impact et itérer vite avec des interfaces qui donnent vraiment du pouvoir aux utilisateurs. Replit annonce 250 millions levés pour une valo de 3 milliards de dollars avec Prism en chef de file et des investisseurs comme Amex Venture ou le AI Frontier Fund de Google, rejoint par YC et Paul Graham entre autres. En moins d'un an, la plateforme dit être passée d'un revenu annuel de 2,8 millions de dollars à 150 millions, portée par une communauté de 40 millions d'utilisateurs. Dans le même temps, Replit lance l'agent 3. Présenté comme son agent le plus autonome, jusqu'à 200 minutes de travail continu, 10 fois plus autonome que les versions précédentes, capable de tester et corriger son propre code, et du pilotage de projet en design d'expérience, il a tout vu. Ancien chef de projet, créateur d'app et spécialiste UX, il a passé des milliers d'heures à digitaliser des entreprises, difficile de trouver mieux pour m'accompagner dans cet épisode. Salut Yann, comment tu vas aujourd'hui? Salut Adam, grande forme, et toi? Ouais, super, bien, merci. Alors, comme on a pu voir avec ce rapport, 95% des entreprises n'ont pas de bénéfices réels avec l'implémentation de l'IA aujourd'hui dans leur entreprise. Donc, on voit, c'est un peu une phrase que on a rabâché aussi de mettre l'IA dans le process et non pas autour. Selon toi, qu'est-ce qui explique un chiffre aussi fort, mis à part les points que j'ai pu énumérer? Bon, je pense clairement un des premiers problèmes, puis on l'observe un petit peu tous les jours, on l'observe aussi avec toute cette création de contenu qu'il y a autour de l'IA, parce que c'est quand même le buzz du moment hein, depuis maintenant 3 ans. Je pense que en fait les gens ils se concentrent plutôt sur courir après des outils, le nouvel objet brillant, tu vois, plutôt que de se poser la question effectivement comment est-ce qu'on bosse aujourd'hui. Euh, En quoi nos process peuvent profiter de l'IA? Où est-ce qu'on peut aller en mettre? Mais vraiment, tu vois, partir du problème et pas essayer d'aller chercher des solutions et de les intégrer, mais vraiment partir de ce problème, de partir d'un constat, de faire une analyse aussi, de pas trop se concentrer justement sur les outils. Ça, c'est aussi un truc qu'on recommande toujours. C'est plus de se concentrer sur la philosophie, en quoi l'IA générative va changer ma façon de travailler, la façon dont mon entreprise produit de la valeur, la façon dont mes collaborateurs vont effectuer leurs tâches, vont participer à cette création de valeur. Et ensuite, effectivement, bah, c'est déjà de faire bien comprendre ce changement de philosophie parce qu'il est immense, il est énorme. Pour moi, enfin, je le dis souvent, mais je pense que on n'est pas dans l'ordre de grandeur de la révolution Internet ou autre. On est vraiment dans un truc, c'est comme l'électricité, quoi. On est vraiment dans quelque chose qui va être hyper disruptif, je pense, dans la façon dont la société, dont l'économie avance. Et je pense qu'il faut que les collaborateurs, par exemple, les managers, que les C-level et tout dans les boîtes, ils soient bien conscients de ça avant de commencer des chantiers, tu vois. Et effectivement, bah, ça peut passer par déjà, ne serait-ce que maîtriser au quotidien les outils, les agents conversationnels, style ChatGPT et autres. Et puis après, vraiment y aller progressivement. Mais surtout, si on résume, bah oui, je pense que la clé, c'est ça, c'est de partir d'un problème. Donc déjà d'avoir ce socle de culture de l'IA qui est implémenté. Puis après, c'est de partir d'un problème, c'est d'en choisir un. C'est pas non plus aussi d'ouvrir 50 chantiers à la fois. Ça, c'est aussi un peu un autre problème. Les gens veulent tout résoudre avec de l'IA. Et après, une fois que tu as identifié ce premier projet, tu valides que, je crois qu'Anthony en parlait aussi dans votre dernier live, tu valides déjà que la techno au niveau de l'IA, parce qu'il y a plein de techno au niveau de l'IA générative, et de l'IA en général,
elle est mature, elle fonctionne, qu'il y a déjà d'autres entreprises potentiellement qui l'ont fait. Après, ben justement, nous, en tant qu'experts là-dedans, on peut amener ce retour terrain, tu vois, de dire, ouais, ben ça va, ça fonctionne bien, ou ça, attention, genre, je sais pas, automatiser une gestion hyper complexe d'une boîte mail par un agent IA, bah, ça risque de pas forcément faire le job, ou en tout cas, ça va pas amener suffisamment de satisfaction pour que l'adoption, elle se fasse. Et du coup, éviter comme ça d'avoir des projets qui, tu vois, qui sont tués dans l'œuf. Je pense que c'est un peu ça, vraiment, les clés, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que la révolution de l'IA, ce n'est pas simplement les LLM ou les outils comme aujourd'hui, par exemple avec Replit, qu'on va d'ailleurs en parler après, mais que Mhm. l'IA est aussi présent dans la robotique, dans plein d'autres secteurs, et que ça devient aussi une vraie révolution que on voit pas forcément tous les jours. Et Ouais. ça me fait penser justement sur cet aspect-là. Est-ce que ce serait pas aussi la faute en fait aux personnes, on le voit moins aujourd'hui, mais que beaucoup de personnes au début proposaient des workflows IA justement pour aménager ou trier les emails ou des workflows qui apportaient pas de la grande valeur. Est-ce que c'est pas aussi, comment dire, la faute, pas forcément à ces gens, mais au manque de connaissances profondes de ces outils, qui fait que quand les gens voient par exemple un workflow pour automatiser ces mails, ils se disent ah, c'est ça la vraie révolution de l'IA en fait. Hmm. Bah oui, je pense que, alors, clairement, aujourd'hui, si tu veux, mais de nouveau, on y revient, c'est il faut partir d'un vrai problème de l'entreprise et pas d'une solution qui est amenée sur un plateau puis de se dire, tiens, comment est-ce qu'on va la mettre dans notre boîte? Parce qu'encore une fois, tu vois, si tu parles du cas des emails, de nouveau, il faut aussi éviter les solutions pansement. Je m'explique. Je crois que c'est Musk qui disait ça, j'aime beaucoup cette phrase. Les gens passent leur temps à essayer d'améliorer ou d'automatiser des process qui ne devraient pas exister. Tu vois, aujourd'hui, si t'as 200 mails par jour dans ta position, faut peut-être se poser la question, bah, ces 200 mails, ils viennent d'où? Pourquoi je les reçois? Sur lesquels je dois actionner une réponse? Et aussi, si je décide, oui, ben, je dois les recevoir, ça fait sens, il n'y a rien à changer dans notre process, on veut mettre de l'IA là-dessus, bah, c'est de commencer aussi petit, tu vois. Parce que typiquement, les gens veulent absolument qu'il y ait des réponses automatisées, etc. Et ça, en fait, c'est très compliqué. Parce que pour pouvoir générer des réponses par de l'IA, il faut déjà pouvoir accéder à de la connaissance, il faut pouvoir accéder à de la data, il faut pouvoir accéder à de la donnée qui soit lisible par un LLM. Puis ça peut être très vaste, tu vois. Ça peut être tous les règlements de la boîte, ça peut être tout le suivi des projets en cours dans le CRM. Et donc là, tu arrives tout de suite vers un agent qui est hyper complexe, qui, pour pouvoir générer des brouillons de réponses, tu vois, il doit non seulement lire, comprendre, interpréter l'email, ce qu'il y a eu dans cette discussion, mais surtout aller chercher de la data à gauche à droite. Donc ça implique plein de connecteurs et c'est compliqué. Et souvent, tu vois, les gens, ils veulent aller là. En réalité, moi, j'ai vu un truc, par exemple, c'est que sur le cas des emails, un truc qui va faire gagner du temps d'office à tout le monde, c'est d'avoir un simple workflow où tu vas pas préparer des brouillons de réponses, mais partant d'un constat, et ça se valide, j'ai pas le chiffre exact, peut-être tu peux regarder en live, mais ça se valide, le temps perdu en fait dans les entreprises à cause des emails, il est principalement dû au fait qu'on reçoit plein d'emails on n'a rien à faire dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à actionner. Il n'y a pas de réponse à donner, c'est juste du pour votre info, c'est juste on est mis en copie. Et en fait, tu vois, déjà, si tu as un bête agent, enfin, c'est même pas un agent, c'est un workflow, qui à chaque fois qu'un mail arrive, le mail est lu, il est catégorisé selon, de nouveau, faut faire simple, 5-6 catégories maximum, et puis que tu en as une qui s'appelle à répondre à traiter, que tu fais bien ton prompt derrière, que tu peux aussi mettre à jour ton prompt avec ce workflow. Et ça, tu peux le faire dans N8N, tu peux le faire dans Make, tu peux le faire dans plein d'endroits. Alors, tu peux le faire avec Replit, j'en parle après. Et ben du coup déjà là, tu vas gagner énormément de temps. Et en fait, tu vois, les gens qui veulent trop aller tout de suite dans du full automation, genre finalement si ta boîte mail elle est 100% automatisée, il faut vraiment se poser la question, à quoi t'as servi jusqu'à présent pour répondre à cette boîte mail, tu vois. De nouveau, dans un cas d'un support client, c'est différent parce que là on a un client qui vient poser une question précise sur un produit qu'il a reçu, sur un produit qu'il a commandé. Et du coup, là, effectivement, c'est intéressant d'avoir un agent qui peut non seulement comprendre la demande, mais aller chercher de l'information pour proposer une première réponse. Mais dans le cadre d'une boîte d'un CEO, une boîte mail d'un CEO, de nouveau, il faut se poser la question. Dans les 100 mails qu'il reçoit sur la matinée,
Tu vois, s'il en a deux ou trois à répondre, bah déjà, s'il a un dossier qui est filtré, qui lui montre ces deux ou trois et qui exclut tous les autres, c'est une charge mentale de moins, c'est un gros gain de temps. Donc voilà, il y a un peu ça. Je dirais, il faut pas créer des problèmes où il y en a pas, mais surtout, il faut commencer simple aussi, puis il faut pas tout de suite vouloir la Rolls-Royce full automatisée. Ouais, là j'ai pu regarder donc en vitesse bah, la problématique liée à la gestion des mails déjà donc sans même implémenter de l'IA. Et puis comme tu le dis, mais pour le résumer, c'est que justement si nous-mêmes déjà on a une mauvaise gestion par exemple de notre boîte mail, bah même pour l'automatiser, ça va être un bordel pas possible. Et Clair. ça me fait rebondir sur un autre élément, c'est que euh, en repartant sur le constat de cette étude, c'est que en général, la plupart d'installations d'IA, même d'implémentation solide en intérieur dans le process d'une entreprise, c'est pas forcément une solution qui va faire un gain d'argent immédiat, mais plus un gain de temps. Et c'est ce temps-là qu'il faut en fait réinvestir en fait dans les meilleurs blocs et pas se retrouver derrière son écran à rien faire ou aller voir son agent IA, tu vois. Mais c'est ça, et c'est très intéressant. Tu sais, quand tu citais l'étude, le fait de, il n'y a pas de ROI mesuré. Bah de nouveau, le problème, tu parlais aussi, tu citais le shadow AI, donc le fait que des collaborateurs utilisent des outils qui sont pas permis ou dans le règlement lié à l'IA pour l'entreprise, etc. En fait, il faut pas rêver. Tous les gens aujourd'hui qui ont adopté l'IA, il y en a plus que ce qu'on croit, qui utilisent des chats GPT de leur propre licence ou d'autres outils d'ailleurs, quand ils sont en télétravail, eux, ils en gagnent du temps, tu vois, tous les jours. Ils vont en économiser. Simplement, on n'a pas conscience de ce temps, il n'est pas mesuré, parce qu'il y a justement, il y a pas de stratégie globale. Et du coup, ce temps, il n'est pas réalloué, comme tu viens de le dire, à des tâches qui produisent de la valeur. Donc il n'y a pas de mesure et surtout il n'y a pas de réallocation. En réalité, ce qui se passe, et je peux te dire que je l'ai observé plusieurs fois, c'est que tu as plein d'employés qui gagnent 2 heures par jour, 1 heure et demie par jour avec juste en utilisant des outils conversationnels, hein, type ChatGPT, Gemini, peu importe, en dehors du radar de la boîte. Et du coup, bah ils vont pas aller dire ça fièrement à leur boss, tu vois. Ils vont gagner 2 heures sur leur journée et faire leur truc privé. C'est plutôt ça. Donc effectivement, tu vois, sans avoir une vision, le avant c'est quoi, le comment c'est ça, et le après ça sera quoi, et on peut mesurer, bah t'as aucun moyen de définir ce que c'est le ROI. Et puis c'est exactement la même chose si tu prends une petite boîte, une PME, c'est des cas qu'on a déjà vus. Ok, t'as un ou une assistante ou un ou une secrétaire qui s'occupait de X tâches. Il y en a plusieurs qui sont passés dans des workflows d'IA. Du coup, il y a, je sais pas, 10 heures par semaine qui sont gagnées. La personne, tu vas pas lui réduire son taux de travail de 10 heures. Donc le coût, il est toujours le même, tu vois ce que je veux dire. Donc de nouveau, si tu trouves pas le moyen de réinjecter le temps gagné, c'est très juste ce que tu as dit, le temps gagné à des tâches qui apportent de la valeur, qui créent de la nouvelle valeur, qui vont vraiment se concentrer sur l'ajout de valeur et pas juste bêtement faire de l'administration, parce qu'encore une fois, saisir une facture dans un logiciel, ça apporte de la valeur à personne. À part peut-être dans des cas très rares, ça dépend des industries. Mais globalement, ça apporte de la valeur à personne. Donc, économiser du temps là-dessus, c'est bien, mais effectivement, il faut être capable de réallouer et puis il faut être capable de mesurer sur quoi c'est réalloué. Et ça, cet étalon de mesure, il n'est pas là dans les entreprises aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et en parlant de ça, et pour basculer un peu sur Repeat, donc Ouais. pour rappel, ils ont sorti leur V3, leur agent V3 là récemment. Yes. Donc pour récapituler, donc on a Repeat outil. Bon, comme on a pu voir dans le dernier épisode, si jamais je mettrai le lien en description. On a pu le voir la dernière fois, Replit, c'est un outil qui est déjà destiné à des gens qui ont un peu plus de connaissances pour créer des applications. Donc, aujourd'hui, est-ce que déjà quel est, comment dire, euh, j'ai pu en parler un petit peu, mais dans les avancées aujourd'hui de cette V3 agent, est-ce que ça a déjà simplifié un peu ce travail dans le sens où ça devient encore plus simple aujourd'hui d'utiliser Replit, ou il y a quand même toujours Ouais. cette petite complexité? Non, alors je dirais, tu vois, de nouveau, hein, si on reprend, je crois qu'on en avait parlé effectivement dans le premier épisode, si on reprend un petit peu les différents niveaux de public plus technique, public moins technique au niveau des outils pour créer des outils d'IA génératifs pour créer des applications,
tout en bas, je pense, tu as Bolt, tu as Lovable, tu as vraiment ces outils-là qui sont ultra simplistes. Ils sont très puissants, attention, hein, moi je les utilise aussi beaucoup, en tout cas Lovable. Mais ils sont hyper simples en termes d'interface, d'outillage, de possibilités. Tu vois, t'as pas 30 millions de boutons. Ensuite, t'as, je pense, Replit qui se situe au milieu. Il est hyper puissant. On va parler de cet agent V3 aujourd'hui. C'est complètement dingue. C'est vraiment, on n'est pas encore tout à fait, tu vois, un truc, je dirais, à l'objectif final. Mais ça, justement, le CEO, il en a aussi parlé. On pourra peut-être revenir dessus. Mais c'est incroyable. Par contre, tu vois, au niveau de l'UI, au niveau de l'interface, au niveau il y a beaucoup plus de features parce que de base, Replit, c'était un outil c'est un outil déjà qui existe depuis 10 ans, bientôt 10 ans. Ils sont sortis de YC. Et lui, à la base, le CEO, tu vois, il n'y avait pas toute cette Gen AI et tout ça. Enfin, c'était les prémices. Son objectif, c'était de se dire, je vais rendre le fait de pouvoir développer une app beaucoup plus facile pour ceux qui apprennent à coder, etc. Donc en fait, il a créé tout un écosystème. Si tu veux, tu te connectes dans Replit, c'est un outil web, full web, et tu as tout qui est géré, absolument tout. Donc les déploiements, les bases de données, tu as vraiment tout qui est géré, tu as tout qui est dans un endroit. Mais on le verra, je vais faire une démo assez extensive aujourd'hui. Il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de touches, etc. Enfin, c'est vachement puissant, mais ça peut faire peur pour quelqu'un qui se lance. Par contre, au niveau de l'agent, ouais, il est hyper autonome, il va gérer les questions de tests de sécurité lui-même, ça prend beaucoup plus de temps, mais avant de livrer, en fait, une fonctionnalité, il va la tester, il y a plein de choses comme ça. Puis après, le dernier niveau, effectivement, c'est plus des éditeurs classiques, style GitHub, Copilot, que tu intègres dans VS Code ou autre, ou VS Code, ou Cursor, ou tous ces outils maintenant qui sont en ligne de commande, style Claude Code, ChatGPT Codex, qui est un outil aussi assez incroyable. Enfin voilà, qui sont plus, tu vois, déjà réservés à des gens qui maîtrisent tout ce pipeline, GitHub, etc. Enfin, tous ces outils pour déposer ton code, gérer les étapes entre le développement et le déploiement de ton application. Donc Replit se situe un petit peu au milieu, si tu veux. Mais c'est vraiment un magnifique outil et moi je l'aime beaucoup. Je pense qu'ils ont frappé très très fort avec cet agent V3. Comme le disait le CEO, ils ont 1 an d'avance en fait, parce que ils viennent de l'aspect infrastructure, ils ont développé énormément de choses avant de mettre l'IA dans la génération de code. Donc ils partent, tu vois, pas de rien, ils partent d'une très très grosse infra, de quelque chose qui était déjà très très bien fait au niveau de leur écosystème. Et ils sont venus là-dessus rajouter la technologie LLM, toutes les technologies autour du LLM qui font que d'évoluer. Et aujourd'hui, en fait, réellement, ce qui est intéressant avec cet agent V3, c'est que pour moi, tu vois, justement, les agents en mode autonome qui bossent tout seuls et qui te livrent un résultat, on en parle et on fantasme dessus depuis hyper longtemps. Ça fait depuis 2023 qu'on a ce terme agent. Et puis jusqu'à présent, tu vois, ça se limitait quand même à, OK, on donne accès à un LLM à des outils. Aujourd'hui, tu peux le faire même dans ChatGPT avec les connecteurs MCP, les choses comme ça. Et du coup, il va essayer de comprendre ta requête, il va demander un peu des infos, il va aller utiliser ces outils pour lire des emails, préparer un brouillon, aller écrire une table dans Notion, faire des choses comme ça. Donc c'était déjà super cool, on mettait ça en face du terme agent, mais aujourd'hui avec le V3, ce qui est incroyable, c'est que tu donnes une tâche, je vais montrer, j'en ai lancé une du coup il y a 30 minutes, elle est toujours en train de tourner. Et en fait, réellement, le truc, il bosse de manière autonome. Et en fait, il va le faire jusqu'à qu'il ait un truc propre à te livrer. Alors, ça peut coûter assez cher. Alors, encore une fois, on parlera peut-être du prix, mais parce que c'est pricé à l'effort. Ça peut coûter assez cher, mais en fait, en termes de workflow pour le vibe coder, pour celui qui gère son application, c'est un gain de temps monumental. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il faut comprendre que quand tu vas dans Lovable, t'as ton app qui est déjà là, tu veux rajouter une fonctionnalité. Tu vas dire à Lovable, tu vas bien préciser ton prompt, etc. Il va bosser, 45 secondes, 1 minute. Il est déjà assez agentique, c'est-à-dire qu'il va lire le code, voir comment il est fait, il va regarder quel fichier doit modifier, il va modifier, etc. Il va modifier la base de données aussi s'il y en a besoin. Mais après, il dit voilà, c'est en place. Et toi, du coup, c'est là où tu perds le plus de temps. C'est que tu vois, en 1 minute, 2 minutes, t'as pas le temps de sortir du workflow, aller faire autre chose. Tu regardes ce qu'il fait, c'est super intéressant. Puis après, tu dois passer à la phase de test.
Et souvent, ça pète. Donc, tu dois dire, ah, il y a un truc qui marche pas, faut que tu rajoutes ça, ça, ça. Et donc, tu vois, en fait, ça te coûte pas très cher, mais par contre, tu passes énormément de temps. Tandis qu'avec Replit, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu lui donnes le max d'autonomie, on verra, on peut changer. Tu lui balances la tâche et il se démerde. C'est-à-dire que pendant 30-45 minutes, tu peux partir. D'ailleurs, ils ont un workflow qui est aussi assez incroyable sur l'application mobile, etc., qui te met où il en est, tu peux être notifié quand c'est fini et tout. Et du coup, tu vois, tu peux aller faire autre chose. Et quand tu reviens, tu as une feature qui est déployée, qui a été testée et qui, dans 90% des cas, fonctionne. Et c'est ça Ok. pour moi où on est vraiment sur. Là, on est vraiment dans le premier cas où on a un vrai agent. Il peut tourner jusqu'à 200 minutes selon le. Voilà. Donc là, il vient de finir. Il a bossé 41 minutes. Je vais partager mon écran et je vais t'expliquer un petit peu aussi ce que c'est comme application et peut-être ça nous permet aussi de rebondir sur ce que tu disais avant, l'identification d'un besoin. Tu vois, nous pour la boîte, Anthony, donc l'autre jour m'a dit. Ok, bah, ce serait bien qu'on ait un peu une vision niveau cash flow, tu vois aussi, parce qu'on signe des projets, mais il y a des projets qu'on fait tout de suite, puis du coup au niveau de la facturation, ça suit. Il y en a d'autres qu'on facture un acompte, et puis on le fait plus tard. Il y en a qui sont pour dans 6 mois, la réalisation, etc. Donc c'est, tu vois, d'avoir une vision sur les encaissements. Et du coup, bah, dans un ERP classique, c'est assez compliqué de trouver ça. Du coup, bah, plutôt que faire ça dans un bête fichier Excel, je me suis dit, ça, c'est le use case parfait. Je vais tester ça avec l'agent V3 de Replit. Puis c'est clairement, tu vois, c'est un petit outil. C'est pas un truc que je dois développer en mode SaaS parce que je veux le vendre à 36 personnes. C'est un outil interne, mais qui peut vraiment être game changer pour nous. Et donc, je suis parti là-dessus et je vais te montrer ça tout de suite. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu vois mon écran? Ah oui. Magnifique. Donc Replit, ça se présente comme ça. En fait, sur la gauche, on va retrouver le chat de l'agent. Ok. Ici, on peut retrouver les différents chats précédents. Et surtout, je trouve ça très intéressant aussi. Ils ont cette feature-là. Donc déjà, tu as toute une historisation. Hein, c'est-à-dire que si tu lances un nouveau truc et que tu pètes quelque chose et que tu dis « Ouh là là, mince, je veux revenir en arrière », tu peux revenir à n'importe quelle version. Tu peux aussi tester en live la version d'il y a X temps, c'est-à-dire il redéploie tout le code tel qu'il était à ce moment-là et tu peux retester ton interface, tu vois, en live. Ça, c'est quand même vachement pratique. Et puis, bah, effectivement, tu vois, là, si on revient à ma tâche du jour, donc il y a 2 heures, je lui ai dit, donc je vais expliquer après ce que fait cet outil. En fait, cet outil, donc l'idée, c'est assez simple. Je viens créer un projet, par exemple, projet avec Adam. Je peux dire, ben, ce projet, j'ai vendu pour 5000 francs d'heure. Et du coup, donc tu vois, j'ai une petite vue comme ça où je peux voir mes projets actifs. J'ai une petite vue timeline. Au niveau de lui, ben, c'est déjà assez propre, hein, j'en parle après. Et là, je peux dire, bah, ok, ce projet, j'ai facturé un acompte de 2500 francs, bah, admettons aujourd'hui. Je le mets en facturé. Et puis, je vais facturer le solde. Je prévois, selon mon planning, de faire ça jusqu'au 23 octobre, admettons. Et là, je le mets en statut à facturer. Mais tu vois, je vais avoir une vision sur des factures prévues. Donc ici, on voit, j'ai un petit tableau. Donc là, je suis vraiment sur l'interface de ce projet, où il me dit, voilà, bah, t'as facturé 2500 balles, t'as un CA prévisionnel de 2500, t'as un cash flow de 2500 sur ce mois. Je retrouve mes factures ici, que je peux toujours venir ici éditer, hein, les corriger, les supprimer. Et après, ce que je me suis dit, c'est que il fallait une vue de planif qui me permette de voir très visuellement la situation et pouvoir bouger les choses. Donc tu vois, ici, je retrouve mon projet que j'ai créé et je vais retrouver ici mes 2 montants, je vois mes totaux de ce que je vais facturer pendant ces mois-là. J'ai encore pas géré la notion d'encaissement. Et tu vois, il y a des trucs assez sympas. Par exemple, je peux ici directement déplacer d'un mois sur l'autre un acompte comme ça. Je peux diviser la facture et je peux dire je veux un split équitable, par exemple, parce que finalement, je vais pas pouvoir tout facturer en un coup. J'ai, bam, 2 parties qui sont faites. Tu vois, juste un truc comme ça, une UI comme ça,
Normalement, ça prend avec des anciens, l'agent V2 ou avec un Lovable, ça me prendrait des plombes à le faire et ce serait relativement compliqué de le faire. Donc déjà, ça, je trouvais sympa. Et puis après, ce que je lui ai demandé, donc quand tu vas travailler avec Replit, sur le chat en bas, tu as 3 modes. Tu as le mode build, où là, vraiment, l'agent, il bosse. Tu as le mode plan, qui te permet finalement de l'utiliser plutôt comme un chef de projet. Et tu as le mode edit. Si je prends le mode edit, ça me permet d'aller sélectionner des composants directement dans ma vue et de soit changer le texte. Dans ce cas-là, tu vois, on va pas faire appel à un agent, ça fait juste de l'édition du texte dans l'HTML. Ou alors changer le design, agrandir, rendre plus responsive, tout ce qu'on a envie. Donc ça, c'est le mode edit. Et puis après, là, je l'ai mis en mode plan. Et tout simplement, tu vois, je lui ai dit, j'aimerais une nouvelle vue boîte des projets qui va synchroniser les nouvelles affaires dans Pipedrive. Donc Pipedrive, c'est notre CRM. Sûr, après, c'est là où il faut être intelligent avec ces outils. C'est que pour qu'il ait vraiment de la valeur, ok, là, c'est cool, j'ai une belle interface, je peux jouer avec, c'est drag and drop, ça recalcule et tout, c'est déjà génial, c'est mieux qu'un Google Sheet. Mais finalement, ça reste que de la représentation de données. S'il faut aller chaque fois les mettre à jour à la main, personne va le faire et cet outil va tomber aux oubliettes, tu vois. Donc là, je me suis dit, voilà, première étape, c'est d'aller synchroniser les affaires qu'on a signées pour récupérer le nom de l'affaire, etc. Donc je lui ai dit, voilà, j'aimerais rajouter cette boîte de projet. Je vais aller chercher les choses dans Pipedrive, analyse l'API de Pipedrive qui est nécessaire. Je lui ai collé le lien web de la documentation API de Pipedrive. Et tu vois, dans les settings, ici, j'ai activé la recherche web, ce qui fait que l'agent, il est capable d'aller sur le site de l'API, de la doc de l'API de Pipedrive, récupérer la donnée, choisir ce qu'il a besoin et prendre en considération ça pour faire son truc. Donc là, il me dit, OK, ouais. Là, pour les API, du coup, tu mets vraiment juste le lien. T'as plus de connexion API manuelle à faire toi-même. Après, lui, c'est lui qui va consulter la doc, qui va regarder comment ça doit se faire et du coup, il va l'implémenter, tu vois. Ok. Donc ça devient effectivement assez fou. Donc là, il a dit OK. Alors l'utilisateur, il a créé une tâche, tu vois. Il crée des tâches au fur et à mesure. Il a créé ça et il s'est dit OK, bon, je vais aller voir. Est-ce que j'ai déjà une implémentation Pipedrive? Non. Tu vois, il a été consulter la doc API. Voilà ce que j'ai appris. Donc pour l'API Pipedrive, c'est la V2 qui est recommandée. Il y a un point qui s'appelle Get API V2 Deals. Il y a un filtre par statut égale one parce que je lui ai dit que je voulais les gagner, etc., etc. Donc il me dit OK, je vais faire un plan d'implémentation. Voilà ce que je prévois de faire. Et il m'a posé 4 questions à la fin, questions techniques à clarifier. Quel est votre domaine Pipedrive? Parce que dès que tu déploies un Pipedrive, en fait, tu vois, nous c'est futurdigital chsa.pipedrive.com sur lequel on va se connecter. Le filtre des affaires, est-ce que je veux toutes les affaires ou seulement celles d'une période? La fréquence de synchro, est-ce que c'est manuel ou pas? Et là, en fait, ici, tu vois, pour ce plan, il a bossé 1 minute. Il m'a facturé 39 centimes. Mais tu vois, si moi, j'avais voulu lui décrire tout ça, aller chercher la doc et tout, j'en aurais eu pour 20 minutes, 30 minutes. Et donc, je lui ai dit, OK, go. J'ai changé le mode en bas. Je suis passé de plan à build. Et je lui ai dit, vas-y, construis. Mon domaine, c'est ça. Tu peux remonter les affaires des 3 derniers mois. Tu peux faire une synchro manuelle pour démarrer, etc., etc. Il a bossé, je crois, quasiment 40 minutes. Donc regarde le truc comme c'est assez fou. Donc en fait, si tu veux déjà, tu vois, il se crée une task list. Il va découper la tâche parce que de nouveau, il faut s'imaginer, c'est assez complexe de mettre ça en place. Donc il va dire, OK, je vais aller checker la partie Pipedrive avec toute l'aspect sécurité. Je vais gérer ça dans la base de données. Je vais implémenter le lien entre la DB et la vue, je vais créer la vue, je vais ajouter une page et je vais tout tester. Et en gros, il a bossé en autonomie, je suis pas du tout intervenu, c'était en train de se faire quand on a démarré le live. Et tu vois, à chaque fois, ça fonctionne comme ça. Il démarre sa première tâche, il décide de quelque chose, donc de manière autonome, parce que ici, si tu regardes, je l'ai mis en mode max. Tu peux choisir en fait le niveau d'autonomie. Donc, en mode max, vraiment, tu vois, je fais ça en mode expérimentation. Pour l'instant, je dois dire que je suis assez bluffé. Mais en mode max, vraiment, il génère ses propres tâches, il effectue ses tâches, il revoit le code, il fait des tests, etc., etc. Et donc, il a fait tout un boulot. Et tu vois, au fur et à mesure, il fait une review.
il fait appel à d'autres rôles d'agents. Par exemple, ici, il a fait appel à l'architecte pour voir si la direction dans laquelle il partait, c'était bien, etc., 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 Ah, c'est etc. ça les deux points que je voulais voir avec toi aussi, parce que de ce que j'ai pu voir du coup sur Replit justement, c'est que en fait chaque temps, il va décider lui-même Ouais, en fait de refaire par exemple, de reprendre par exemple pour ta tâche, de tout reprendre et de lui-même contrôler au niveau de la sécurité, voir ce qui ouais, fonctionne ou pas. Et selon les tâches, bah, comme on a pu le voir avec celle que tu as donnée, il va décider lui-même aussi de créer des agents oui. pour se faciliter le travail et puis pour aller chercher des données ou pour les faire travailler avec lui en fait et se faciliter la tâche. Exactement. Donc en fait, il va créer des agents de type sécurité, de type architecture, et il va faire appel à eux. En fait, si tu veux bien, en gros, c'est le même agent, mais il donne à une autre entité qui a une autre casquette, donc du coup une autre responsabilité dans le projet, si tu veux, comme si tu bossais avec une vraie équipe de dev, pour avoir une vue un peu plus fraîche sur ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est quand même relativement puissant. Donc tu vois, même dans une tâche, là, tout ce qu'il a fait dans une sous-tâche. Donc ici, il a dit, ouais, il y avait des problèmes de critique de back-end. Donc il a généré une tâche, ok, bam. Dans cette tâche, dans cette sous-tâche, il a fait plein de choses. Il a été reconsulté, etc. Puis à la fin, effectivement, il m'a dit, bah voilà, ce que j'ai implémenté. Euh, Ce qu'il faut encore faire, c'est configurer ton token API. Donc Pipedrive API token, donc on va tester. Hein. Donc ce qui est intéressant avec Replit, tu vois, ici j'ai ma vue preview qui en fait me permet de voir mon application. Ça ressemble à Lovable ou autre. Je peux changer le screen size alors que cette application, attention, elle n'est pas faite vraiment pour être sur un mobile. Hein. Elle est faite pour être en mode desktop. Ouais. Ce qui est intéressant avec Replit, c'est qu'ils ont maintenant le manager de thème. Donc en fait, tu peux gérer tes thèmes, tu peux importer tes polices, tes typographies, tes styles, tes couleurs. Et du coup, comme ça, tu as une cohérence au milieu de tes apps. Donc ça, c'est assez cool. Et Ouais, et puis, surtout le point intéressant que tu as montré avant, c'est que pour certaines modifs, surtout de texte ou pour des conneries comme ça, tu peux aller toi modifier directement là où c'était ouais, très peu le cas pour les autres outils, quoi. ouais, bien sûr. Alors maintenant, Lovable, ils l'ont aussi. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Mais tu vois, si je me mets ici, je peux effectivement éditer le texte et il va pas me consommer du crédit. Parce que Mhm. finalement, c'est la même action que si je vais dans le code. Ici, je retrouve le code. Tu vois, j'ai tout mon code. Puis je vais Et que tu vas chercher changer le lieu directement. où il y a le truc qui est le titre HTML qui s'appelle projet avec Adam. Enfin, en l'occurrence Mhm. ici, du coup, je pourrais pas le modifier parce qu'en gros, c'est une variable de la DB. Mais si je prends Mhm. autre chose, là, genre ça, ce titre-là, timeline des facturations, ça c'est un titre qui est figé. Je pourrais l'appeler timeline des factures et puis le renommer et puis il me consomme rien, tu vois. Donc ça, c'est assez intéressant, effectivement. Mais surtout, ce qui est pas mal bien foutu chez eux, c'est toutes les features supplémentaires qu'ils ont. Tu vois, quand je viens ouvrir un nouveau tab, donc ici je suis dans mon preview, si je fais un nouveau tab, bah déjà par exemple, tu vois, j'ai la database. Donc ici au niveau base de données, c'est assez bien fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, tu as une base de données de développement, une base de données de prod aussi pour éviter des problèmes du style l'agent qui vient supprimer toutes tes données qui étaient en fait des données productives. Donc maintenant, pour l'instant, j'ai qu'une base de données de développement. Puis quand je le mettrai en prod, il fera un duplicata, ce qui fait que je peux continuer à m'amuser sur mon app, péter les données, etc., sans que ça touche la production, tu vois. Et ici, par exemple, bah, je vais voir mes tables. Donc j'ai une table facture, j'ai une table opportunité Pipedrive qui a été créée par le projet d'avant, et une table projet où j'ai un projet. Si je viens ici dans mon projet, je retrouve dans ma base de données mon projet avec Adam, qui du coup fait 5000 francs, qui est lié à la table invoice. Ici, je retrouve mes 3 factures, hein, celles que j'ai splittées avant. Donc il y a un truc bien sympa au niveau DB déjà qui est complètement intégré. Il travaille avec Neon. Si tu veux, c'est un peu comme Supabase en gros. Ok. Et, et puis après, bah du coup, tu as d'autres trucs vraiment cool. Tu as par exemple l'authentification. Donc là aussi, en fait, tu peux dire à l'agent, je veux implémenter l'authentification, et tu vas pouvoir gérer avec quoi les gens peuvent se connecter, etc. Et puis du coup, toute la brique authentification, elle est gérée par eux. Mais ce que je voulais te montrer ici,
c'était aussi la partie secrets. Donc en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on développe une app, il faut éviter à tout prix de mettre ses clés API, ses identifiants secrets, etc. dans le code, en clair dans le code. On appelle toujours des variables et ils ont justement ça qui est géré, qui est géré dans leur outil secrets. Et tu vois, ici, je vais retrouver tout ce que j'ai déjà comme clé au niveau de mon compte Replit. Et ça tombe bien, j'avais déjà utilisé Pipedrive API Token et je peux lui dire link to this app. Et maintenant, tu vois, mon token Pipedrive, il est ici, c'est ce qu'il me disait dans le point 1, configurer, ajouter, la synchronisation fonctionnera. Ensuite, naviguer vers la boîte des projets. Alors du coup, on va aller dans la boîte des projets. Je vais juste enlever le mode edit. Voilà. Donc ici, si je me mets en mode comme ça, donc c'est ce qui m'a déployé là. OK. Aucune affaire. On va tester. Cliquer sur synchroniser avec Pipedrive. Voyons voir si ça fonctionne ou pas. J'ai pas l'impression. Évidemment, ce serait trop beau pour que ça fonctionne. Pipedrive API token not configured. Alors, du coup, là, je vais en build. Et puis, si je vais regarder ce qui se passe dans la console. Donc, effectivement, là, je vais lui dire Ask Agent. Je pense qu'il va aller regarder les logs. On va le laisser bosser. Mais donc, du coup, tu vois, il a bossé, ça m'a coûté 7 balles, mais il a bossé 41 minutes en autonomie. Et là, effectivement, il l'a pas fait, mais ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de tester l'interface utilisateur, ils ont intégré ça. Alors, on va le laisser faire ça. Tu vois, donc là, il a remarqué qu'effectivement, il y avait un problème. Non, mais c'est pas ça. On va juste voir s'il trouve l'erreur, parce qu'en fait, je suis pas très malin, j'ai pas tout sélectionné. Si on revient dans un historique précédent, par exemple, voilà. Tu vois, ici, sur cette vue à gauche, là, je peux voir le replay. Si je le mets en grand, je sais pas si ça marche, j'ai jamais essayé de... Ouais, voilà. Tu vois, en fait, il a été sur l'application, il a cliqué à gauche, à droite, et il l'a fait en autonomie, c'est-à-dire qu'il a vraiment démarré dans un navigateur virtuel l'app, et il s'est amusé à cliquer pour voir si ce qu'il avait implémenté, ça fonctionnait. Et ensuite, à la fin, il va envoyer le résultat de son test à l'agent. Donc ça, c'est l'agent de test qui fait ça, si tu veux, et il lui dit, ouais, c'est bon ou c'est pas bon. Tu vois? Donc là, tu vois, il est en train de faire la même chose, regarde. I've been checking the deals page. Donc apparemment, là, il y a quelque chose de mieux. Ouais. Donc, exactement, il a réussi à nous faire la synchro. Et au niveau même du timing, ça devient fou. Bim, tu vois. Je vais pas montrer trop longtemps parce qu'effectivement, il y a des noms de clients. Mais Ouais. du coup, ce que je vais tester, c'est si je crée vite une affaire à ton nom dans notre CRM. C'est normal que je partage pas l'écran. Tac. Et je vais l'appeler Adam. Projet numéro 2. Valeur 10 000 balles. Tu vas me payer. Alors, où est-ce qu'il en est? Donc là, tu vois, il me dit, c'est bon, elle fonctionne, il fallait vider le cache, etc. Tac, tac, tac. Donc là, tu vois, il a bossé 3 minutes, il m'a facturé 70 centimes. Donc là, c'est assez intéressant. Maintenant, je vais juste passer, donc c'est toujours normal que tu vois pas mon écran, mais je vais passer l'affaire en gagné. OK. Donc tu vois, ici, j'ai bien pu synchroniser ça, les 10 000 balles. Il a repris, alors pour l'instant, tu vois, il reprend pas grand-chose. Si on vient regarder en DB, ce que j'ai repris dans les projets, il y a pas grand-chose. J'ai pris quoi? Que le montant, voilà. Du coup, il faudrait peut-être que je reprenne, tu vois, l'organisation, l'email. Enfin, je pourrais prendre quelques infos de plus. Mais voilà, c'est déjà hyper cool.
Et puis, de nouveau, maintenant, je peux venir dans ma planification. Tu vois, il reste 10 000 balles à planifier. Et, je sais pas, je vais dire, là, je vais lui facturer à compte 1, 2300 francs en brouillon au mois d'octobre. Après, je pourrais même, tu vois, de nouveau, là, lui dire, je veux une logique qu'à chaque fois, si je mets 2300 francs, ça regarde en brouillon, que ça me mette pas seulement le reste à facturer, mais le reste global, tu vois, à planifier des factures à venir. Et que du coup, ça me permette, enfin bref. En fait, libre à moi de créer ce que j'ai envie. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Ici, tu peux aussi toujours voir ce qu'il a changé. Donc, par exemple, je sais pas si je reviens un peu plus haut, là, donc, si je viens dans les changements, je vais retrouver, pourquoi je le vois pas, je vois pas le changement, voir le commit, voilà. Donc ici, tu vois, on voit tout ce qu'il a été changé. Tu peux retrouver, donc là, tu peux revoir effectivement du code. Ok, donc tu as accès au code, tu peux changer le code toi-même aussi sans problème. Et dans les petites features aussi sympas, il y a par exemple ici la Security Review. Donc ils ont un scanner intégré ici pour la sécurité. D'accord, donc on va le faire. On va mettre Run Scan. Run Scan. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, bizarre. Normalement ça fonctionne. Pas de chance, c'est l'effet démo. Enfin bref, normalement tu peux run ça avant de le déployer et à tout moment, et il va te dire si tu as des vulnérabilités dans ton code, si tu as des clés API qui sont affichées. Donc tu as vraiment tout ça qui est intégré. Tu peux aller chercher dans le code. Tu peux directement, si je viens ici dans les intégrations, je vois aussi tous les connecteurs en direct qu'ils ont maintenant, tu vois. Donc tu peux connecter déjà Outlook, etc. Et si on vient dans les coming soon, tu vois, il y en a une PT qui arrive. Et en fait, je vais te montrer tout de suite à quoi ça sert ça. Donc là, on a fait une app, on a fait une web app full stack avec une base de données, avec du front-end, etc. Si maintenant je voulais la mettre dans le cloud, je pourrais directement ici la déployer. Ok, et du coup, tu vois, il me dit qu'est-ce qu'on fait avec les settings de la database pour la prod? Est-ce qu'on crée une database de prod avec les données qu'on a déjà dans la database de développement ou pas? Ensuite, ici, j'ai pas mal de choses que je peux mettre en termes d'informations, etc. Et je vais choisir mon type de déploiement. C'est-à-dire que lui va me dire, pour une app comme ça, il faut de l'autoscale, c'est-à-dire que le serveur, tu mets un maximum qu'il a le droit d'utiliser, puis un minimum. Et il va te coûter tant de centimes par heure en fonction de la capacité de ton app et de ce que tu as besoin derrière. Mais c'est hyper puissant. Et ce que je voulais te montrer maintenant, enfin, je sais pas si tu as des questions par rapport à ça. De toute façon, on pourra pas tout couvrir dans cet épisode, mais tu as peut-être des remarques ou des questions. Ouais, c'est sûr. Après, on a vu les principaux points qui ont surtout évolué. Je pense que pour beaucoup, ça peut être un peu dur d'imaginer, surtout s'ils ont jamais mis les pieds sur Replit sur la V2. Mais à retenir qu'aujourd'hui, sur Replit, réellement, on peut quasiment tout faire. La limite, elle Il n'y a pas devient de très limite. faible. Ouais, il y a très peu de limites parce Il y que a- il y a- là, comme on peut voir avant sur même, tu vois, fonction des tables, etc. Sur les rôles que tu peux donner, ça ressemble un peu à des tables, tu vois, comme sur Airtable. Donc, il y a vraiment tout qui est intégré. Et c'est comme tu l'as dit, ils sont là bien avant la trend de l'IA. Donc, ils ont vraiment travaillé tous ces outils au maximum. Ouais. De- Et aujourd'hui, en fait, on voit un peu le résultat de tout ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Puis effectivement, tu vois, moi je dois être gentiment à, je pense, plus de 1000 heures en tout cas de vibe coding sur différents outils. Pour te dire, là, si j'avais voulu faire ce que j'ai fait là, par exemple cette feature avec la boîte des projets qui synchronise Pipedrive, qui me permettent de le pousser dans les projets directement sur un clic, etc., ça m'aurait pris 4 jours et je sais pas si j'y serais arrivé en fait. Oui, Ça, et puis c'était en la plus, toute et première version. et c'est souvent ça qui te donne envie
de tout jeter par la fenêtre parce que tu te dis, Bah bah, ouais. ça doit être simple à connecter, puis t'essayes, puis tu passes un jour à connecter, puis après tu dois encore aller chercher les infos, trier les infos. En tout cas, ouais, à ce niveau-là, c'est aussi une mini révolution, quoi. Ouais, c'est clair. Et maintenant, ce que je voulais te montrer justement, c'est que au-delà, alors déjà, ce qui est intéressant avec Replit, c'est qu'effectivement, euh, tu vois, si tu prends un Lovable, ils sont spécialisés pour l'instant dans un framework, un langage. Donc c'est du React, JavaScript, TypeScript, etc. Il n'y a pas de, tu peux pas, par exemple, enfin ça marche très mal ou si tu peux même pas le faire, je pense, faire du Python sur Lovable, tu peux pas faire d'autres langages. Ici, si tu prends maintenant, c'est en bêta, mais ils ont le mode général. Tu peux utiliser n'importe quel langage de programmation dans Replit. Ok. D'accord? Donc tu peux faire une application desktop si tu as envie. Un point exe ou j'en sais rien quoi, un point. Donc vraiment, tu peux t'amuser, tu peux faire des jeux vidéo, tu peux faire plein de choses. Et tu peux faire des agents et des automations. Donc en fait, tu vois, tu peux dire par exemple, je sais pas, ici sur la base d'un Slack message, ben, c'est la même chose qu'avec tous les autres, hein, tu décris ce que tu as envie de faire et bah, par exemple, je sais pas, je peux lui dire, si on va regarder sur, j'en avais fait un l'autre jour, c'était quoi peut-être. Alors tu constateras que j'en fais beaucoup des apps pour m'amuser. Euh, Est-ce que c'était peut-être ça, non? Donc on va en refaire une comme ça sera plus simple. Donc je prends Slack message et puis je lui dis je veux un agent Slack, je veux un agent sur Slack qui puisse interagir avec mes emails Outlook. Ok, admettons. Je dois pouvoir lui passer des vocaux, du texte, etc. L'agent doit pouvoir lire mes mails, créer des brouillons, etc. Donc vraiment plus un agent en mode, pas un agent autonome, mais vraiment un agent, un assistant qui a accès à, un assistant LLM qui a accès à des outils et que je pilote via Slack. Donc quand tu lances ça, en fait, ils ont été très smart parce qu'ils se sont associés avec un framework pour les agents en TypeScript justement qui s'appelle Mastra. Et du coup, tu vois, il dit je vais déjà chercher dans mes intégrations. Ah bah c'est cool, j'ai une intégration Outlook. Donc tu vois, c'est ce qu'on a vu avant où je m'étais déjà authentifié, comme ça mon Outlook il est déjà connecté. Maintenant, il va créer un plan pour mon agent Slack, etc. Et puis ça fonctionne toujours comme ça, tu vois. Il dit OK, un agent Slack qui peut lire vos emails et créer des brouillons de réponses, intégration avec Outlook, traitement des messages textes et vocaux. Là, je peux changer le plan si je suis pas d'accord. Et tu vois, je lui dis OK, go. Et là, si je vais sur Start Building, ça va prendre une vingtaine de minutes et mon agent il sera quasi bon, quoi. Ok. Et on voulait en parler très rapidement au final sur le pricing. Ouais, clairement. Donc après, bon, ça fonctionne comme un outil, comment dire, par ce qu'il traite, par le nombre qu'il traite. Ouais, Mais avant, on avait quoi l'exemple? C'était quoi sur 40 minutes? Tu avais facturé quoi, 7 $? ouais. Donc on est grosso modo, d'après ce que je lisais un petit peu actuellement, sur ce nouvel agent V3, on est à 10 dollars de l'heure. Ok. Rentable? Bah disons que suivant ce que tu fais, si tu compares ça, oui, effectivement, tu vois, c'est un vingtième de ce qu'un ou même un trentième de ce qu'une agence de dev par chez nous peut te facturer. Après, faut bien faire attention. Si tu as zéro idée de ce que tu es en train de faire, disons que voilà, si tu développes une app critique pour ta boîte, tu vas peut-être pas le faire comme ça, tu vois. Ou en tout cas, tu vas faire toute la partie prototype, c'est déjà le discours qu'on a la dernière fois, et après tu vas utiliser une agence de dev. Mais par contre, pour tu as tous ces petits besoins, bah là, imagine si ce truc-là, j'avais voulu le faire dans Excel, on perdrait 2-3 heures par mois à chaque fois pour faire ça.
Là, ça m'a pris Ouais, bien 5 sûr. prompts, tester un petit peu l'app et c'est réglé, quoi. Mhm. Donc, ce truc-là, il m'aura coûté peut-être 15, 20 balles en tout. Allez, 25 balles. Mais c'est rien du tout. T'imagines, de toute façon, on est vers une course à l'efficience. Je veux dire, nous, de nouveau, tu vois, notre tarif, c'est minimum 200 francs par heure. Si moi ou Anthony, on gagne que 1 heure par mois sur un truc admin, on gagne 200 francs par mois. C'est 2400 francs par année. Tu vois, si on prend un coût d'opportunité. Donc moi, de payer même 100 balles pour développer une petite application qui nous fait gagner quelques heures chaque mois, le ROI, il est immensissime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est évident. Puis justement, ça permet en fait comment dire, d'avoir, pour beaucoup, en fait, on en avait discuté de cette fatigue, en fait, avec la connexion à 12 millions d'outils différents, d'avoir, en fait, 100 petits lots d'outils à soi, personnalisés comme on le veut, et puis avoir des choses qui sont vraiment pertinentes et qui parlent à toutes les personnes qui sont dans la boîte ou dans la même équipe, tu vois. Ouais. Et souvent, justement, cet outil-là, c'est un pont entre des outils existants. Mais les gros outils SaaS, souvent, bah, tu as un process que tu dois faire toi dans ta boîte qui est pas géré dans ces outils. Et du coup, c'est souvent ça. Tu as plein de petits processus satellites qui sont gérés dans Excel, qui sont gérés à la main. Et c'est là, je pense, la meilleure cible avec ces replits, ces lovables et tout ça. Et tu parlais avant de philosophie. Tu vois un peu quand tu mets cette technologie, nous on le fait, tu vois, maintenant on fait des workshops aussi de plus en plus dans les entreprises pour leur apprendre à utiliser ces outils, à faire des sprints un petit peu d'innovation, de recherche de nouveaux produits, d'amélioration des process, etc. C'est juste incroyable. Franchement, je peux te dire, je suis passé dans des boîtes, tu vois, qui ont du Salesforce, qui ont des gros outils comme ServiceNow et autres. Et finalement, tu vois, ces outils, ils ont plein de lacunes. Et les gens sur le terrain, les gens dans les bureaux, ils perdent des heures de fou. Et tu leur montres ce genre de truc et ils disent, mais c'est incroyable. Ne serait-ce que pour faire un prototype, essayer de mettre en mouvement les choses et faire changer les process. Ouais, c'est sûr. C'est, ça me fait penser à une personne que j'ai vue en discuter, c'est qu'on a vraiment cette impression où en fait on arrive sur avoir ces petits agents en fait en atelier. Donc on peut voir que Replit maintenant crée lui-même des agents donc du coup pour certaines tâches. Est-ce que- je pense que demain ce sera certainement comme j'ai pu le dire avant en fait chacun avec ses petits outils, ses petits agents et puis pouvoir construire des entreprises et avoir son propre CRM, son propre ERP, etc. Clairement. Bah, il fera tout à la volée, en fait, tu vois. Déjà maintenant, imagine, il est capable, sur la base d'un URL et d'une demande qui faisait 6 lignes, de mettre en place la feature, d'aller chercher lui-même ce qu'il faut faire au niveau de la doc, de tester et tout. Bah, du coup, demain, tu vois, tu peux imaginer la même chose. Ton agent, il a beaucoup plus d'autonomie encore et beaucoup plus de capacité parce que le LLM, il est meilleur derrière, etc. Parce que les outils de mémoire sont mieux, parce que la collaboration multi-agent, elle est mieux, tu vois, tous ces protocoles qui sont encore un petit peu fragiles. Bah, tu lui diras, voilà, je veux créer ma boîte, voilà ce que je sais faire. Et le truc, il va te mettre en place ton marketing, tu vois, il va aller rechercher bah, comment je fais une page sur Google, il va te dire, ok, est-ce que tu as des photos de toi, etc. Tu lui donnes, il va générer des images, il va générer de la vidéo. Enfin, tu peux imaginer un monde vraiment où le truc, il bosse pendant, tu vois, le rêve aussi au niveau biologie, chimie, tout ça, c'est ça, c'est que tu as des agents qui puissent travailler de manière autonome pendant, j'en sais rien, 6 mois. Et au bout des 6 mois, ils ont un breakout, un truc incroyable pour soigner un cancer particulier, tu vois. Genre, ils font des Mhm. tests en autonomie sur des molécules, sur des trucs, ils font des simulations. Et je pense bah, tu vois, comme on voit aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment, on est dans la naissance de ça quand on voit cet agent V3 qui bosse 30, 40, 50 minutes en autonomie, qui te livre un truc qui fonctionne. Et pour l'instant, c'est pour du code. Mais du coup, tu vois, donc déjà dans tout ce qui est digital, ben, à terme, l'agent, voilà. Alors, on peut imaginer un agent qui fait la même chose mais en comptabilité. Et du coup, tu détruis le boulot d'une fiduciaire. Enfin, tu le détruis pas en tant que tel, dans le sens où les fidus, elles devront se réinventer, elles feront autre chose. Mais tu vois,
n'importe qui pourra dire à un agent, bah voilà, maintenant crée-moi une équipe fiduciaire, gère ma compta, gère mes trucs, démerde-toi. Et le truc, il dira, ah ben on va demander aussi à l'agent logiciel de te faire une petite app où tu peux scanner tes factures et tout. Enfin, tu vois. Et je pense, franchement, on n'y est pas si loin, hein. Il y a encore plein de choses qui fonctionnent pas, mais on voit la direction dans laquelle ça va. Et c'est surtout quand tu fais un peu un regard dans le rétro que tu te rends compte que, tu vois, quand je vois Replit la première fois que j'ai utilisé le mode agent, j'ai passé, je pense, 5 jours pour faire un bête truc. Je voulais faire un référentiel d'outils IA. Et pour finir, j'ai abandonné parce que ça, tu vois, ça tournait en boucle sur des bugs. J'ai dû grailler dans le code. C'était hyper compliqué. Et aujourd'hui, le truc, je te jure, la feature qui m'a sorti là, je te jure, un dev classique, il facture 1 journée et demie pour faire ça. 2 jours. Ouais, c'est sûr. Et moi, il m'a coûté 7 balles. Ouais, non, c'est carrément fou. Puis en plus, on voit dans l'utilisation, comparé à avant, là, sur Replit, c'est même, j'ai l'impression que même leur interface, ils l'ont Ouais, rendu, ouais. L'interface, elle est incroyable. ils- Ils ont trop bien bossé là-dessus. ouais, ouais, ils ont vraiment dégagé, tous les petits trucs inutiles. Après, ça reste quand même censé être une interface, avec cet aspect un peu technique, un peu dev, mais j'ai Ouais. l'impression que aujourd'hui, pas du tout. J'ai l'impression qu'ils vont sur quelque chose pour vraiment parler à tout le monde. Donc, bah, comme il l'a dit, son fondateur, il veut vraiment apporter de l'idée à la création très rapidement. Ouais. Peut-être, La concurrence. peut-être, Ouais. attends, je te monte encore vite un truc parce que là, c'était très orienté app. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait aussi pas mal des pages de vente via Replit. Et du coup, peut-être, je te présente quand même vite ça. Donc, tu sais, j'avais démarré une page. J'avais démarré une page à l'époque là pour notre campagne d'ads un peu pour voilà pour attirer des gens pour faire des audits aussi justement quels sont les besoins les problèmes pour lesquels on pourrait aller mettre de l'AI et je vais te montrer un petit peu je sais pas si je peux remontrer tac 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 à quoi ça ressemblait avec l'ancien tac 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 euh, attends. Est-ce que j'arrive à revenir là-dessus? Non, je pense pas. Mais du coup, regarde finalement, ce que j'ai réussi à faire. Donc, je sais pas si tu vois ici en bas, mais en gros, il y a du flou, il y a le scroll infini. Tu vois, sur le bouton, il y a un petit effet quand même assez sympa. Euh, c'est assez fin, je pense que tu le vois peut-être pas à ton écran, mais Oui, je vois. j'ai intégré du shadow blue qui est un peu brillant comme ça. Enfin, il y a encore pas tout qui est parfait, je suis encore en train de la travailler. Mais du coup, voilà, du coup, c'est effectivement euh, un résultat en mode landing page de quelque chose qui est fait avec cet agent V3. Et si tu avais vu ce qu'il y avait avant le V2, et de nouveau, ça m'a pris quelques prompts hier soir. Et aussi, il a bossé en autonomie. C'était quand? Attends, je vais te montrer. Je sais pas si je le retrouve. Il a bossé quelques minutes, voilà, c'était là, tu vois. 27 minutes, 6 balles. Alors de nouveau, tu vois, on peut se dire, ok, mais il a checké plein de trucs, en gros. Il a checké, tu vois, il a fait 41 actions, il a été checké aussi le métapixel qui est derrière. Il a géré vraiment plein de choses. Et je trouve que le résultat, il est vraiment assez sympa. Il y a de nouveau, il y a le petit header ici, enfin la petite pastille qui brille, il y a une faible brillance. Vraiment des choses assez cool. Il y a un petit effet aussi de flou, tu vois, vers le haut quand tu scrolles en dessous du header. C'est des petits trucs subtils, mais que tu t'arrives à faire en lui disant, voilà, essaye d'avoir plus de goût. Et je pense que justement, tu m'avais posé la question du design. Ça peut être intéressant, justement, de parler un petit peu de ça, du côté du goût humain et de jusqu'où le vibe coding peut aller, jusqu'où l'humain doit intervenir aussi. Bah, je pense qu'en grande partie, c'est cet aspect où en fait l'IA, dans un premier temps, elle n'est pas là pour faire gagner de l'argent, mais pour apporter de la précision ou un gain de temps. Mais ce temps gagné, c'est à nous de l'utiliser
en bon escient et justement favoriser ce côté humain. Tu vois, je pense que aujourd'hui le relationnel, cet aspect même communication de personne à personne n'a jamais eu autant de valeur qu'aujourd'hui. Ouais, Et clairement. je pense que justement le temps qu'on a de gagner devrait être alloué au maximum à ça, tu vois. C'est comme bah, tu dis là pour cette interface, prendre le temps de le designer nous-mêmes parce que c'est simple de prendre ce qu'on a trouvé et puis de poser à l'intérieur et dire ouais fais-moi la même chose ou fais-moi une place incroyable ou travaille ça comme si tu étais le meilleur copywriter même si ces outils au niveau du copywriting c'est pas encore C'est ils pas- sont pas encore au top Ouais. mais dans le sens où aujourd'hui en fait on a ce temps pour personnaliser que ce soit le contact avec les gens même nos pages d'autres messages etc. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus que le gain de temps qu'on a avec ces outils on devrait l'orienter quoi. Ouais, clairement, clairement. Mais après, t'as des trucs quand même qui sont assez sympas. Je peux te montrer, ben, purement en termes de design. Ça que moi j'aime bien, effectivement, c'est quand même bah, être inspiré, mettre ma patte. Et du coup, tu vois, par exemple, tu as Magic UI. C'est un outil que j'utilise pas mal. Où en fait, par exemple, bah, de nouveau, je sais pas si tu veux ici, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme composant ou comme animation de texte. Voilà, tu vois, je sais pas, j'aimerais un truc comme ça. Ouais, c'est pas ouf, mais si je viens chercher quelque chose de plus sympa. Sparkles. Ouais, voilà, tu vois, admettons, j'aimerais implémenter ça ou un truc comme ça de nouveau, tu vois. Je peux venir Mhm. simplement ici copier le code, je le donne à Replit et je lui dis voilà, intègre ça, réfléchis d'abord à où est-ce que ça peut être intégré dans mes différentes sections de ma page de vente. Enfin, tu vois, il y a vraiment un travail de collaboration que je trouve qui est intéressant. Après, c'est de tester, dire, bah voilà, tu vois, tu peux simplement lui demander enfin, tu regardes le code qu'il a fait, puis après, t'as souvent des paramètres. Par exemple, ici, tu as des paramètres de, de taille, etc. Bah, c'est d'aller jouer, toi, à changer les paramètres pour voir ce qui te plaît. Enfin, tu vois, il y a toujours cette patte humaine, j'ai l'impression. Et je trouve que, enfin voilà, tu vois, par exemple, ici, un rainbow button. Pourquoi rainbow, je sais pas, mais tu vois, c'est des trucs tout cons, mais finalement, des petites animations comme ça qui rendent la page plus dynamique, tu vois. Et même l'application, Ouais. si tu fais une app, c'est pareil. Alors une app, tu as plutôt envie qu'elle soit vraiment UX, UI hyper ergonomique, mais c'est vraiment un truc de malade. J'avais écouté un podcast sur le gars qui a fait Google AI Studio. Je sais pas si tu connais, donc c'est la plateforme. Je peux peut-être juste partager ça. Je trouve que c'était vachement intéressant. Donc en fait, AI Studio, c'est une plateforme où maintenant tu peux aussi pas mal vibe coder dessus. C'est la plateforme gratuite finalement un peu à mi-chemin entre la plateforme vraiment dev et le Gemini consumer quoi. Et du coup, tu vois ici, tu as un outil qui s'appelle Build qui te permet de créer des apps aussi, tester des composants, justement tout ça. Donc c'est vraiment sympa. Tu vois, si par exemple je vais rechercher ce que j'avais avant et je prends mon code et puis je lui dis si je reviens ici sur Google AI Studio, je vais lui dire implémente ça avec le texte. Salut Adam. Tac. Donc ici, tu vois, c'est vraiment le truc de Google en mode vibe. Il faut savoir que Google, ils ont aussi Firebase Studio, hein, qui est un peu... Mhm. Firebase, c'est comme Supabase, et du coup, ils ont un outil comme ça. Et en fait, le gars, justement, expliquait que ils ont refait le design de la plateforme Google AI Studio en vibe codant. Ok, bah oui. Tu vois, et Ouais, ouais. où il y a je pense, des centaines de millions de personnes qui vont tous les mois. Et donc, il a dit, on a utilisé le vibe coding pour valider 10 fois plus vite des idées, pour trouver des nouvelles idées. Et puis, bah, là, on va voir ce qu'il nous fait à la fin, s'il arrive à l'intégrer, ce truc-là. Je sais pas si je peux sortir. Ouais, ok. Bon, il y a encore des trucs qui fonctionnent pas. Il y a pas l'animation. Alors, du coup, ici, je lui dirais, voilà, Ouais. il y a pas l'animation. Tac. Mais tu vois, c'est assez cool, ça permet de tester des composants, de voir ce qui nous plaît, de voir un peu les couleurs qui nous plaisent. Et ça, c'est quand même un process, je trouve, qui doit pas se perdre, tu vois.
Parce que si tout le monde va juste balancer dans Lovable c'est ce qu'on appelle le AI slope, quoi. C'est des trucs qui sont vite faits, qui sont postés. J'ai vu des sites dégueulasses faits par Lovable, tu vois, ou encore, tu sais, t'as les faux témoignages qui sont restés dedans, ou des trucs comme ça. Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même polir un peu la chose, et voilà. Donc en fait, effectivement, ici, tu vois, si je lui dis, je sais pas moi, parle-moi de React. En gros, je crois que ce qu'ils ont fait avec, ce qu'ils ont trouvé en faisant leur process de vibe coding sur la plateforme, c'était un des composants. On va le laisser tourner. Je sais plus si c'était ici ou pas. Non, je le retrouve pas. Et ils avaient fait, oui, voilà, tu vois, c'était ça. C'était d'avoir tu vois, en fait, du coup, au fur et à mesure de ta conversation avec Gemini, tu vois, dans la barre de scroll, ils ont mis en fait une sorte de timeline pour les conversations complexes, tu vois, où tu peux revenir. Et ils disaient, bah voilà, ça, on l'a trouvé grâce à du vibe coding, parce qu'en fait, on a essayé différents trucs, et on s'est dit, ouais, ben, pour un dev, ça peut être assez cool pour des conversations super longues, de trouver une forme un peu de timeline, de pouvoir jouer avec la barre de défilement un petit peu différemment. Voilà. Donc tu vois, c'est des détails, mais je trouvais quand même ça intéressant que l'équipe design de Google utilise ces outils-là. D'ailleurs, ben voilà, tous les gros trucs utilisent du vibe coding. Tu vois, Cursor, j'écoutais aussi le gars qui disait, bah, nous on utilise Cursor pour développer Cursor, quoi. Mhm. Et justement, comment vont réagir ces apps en face? Parce que la Replit prend quand même un gros pas d'avance sur tout le monde. Ouais. Comment tu penses que les autres outils, bah, que ce soit Cursor, Lovable ou même V0, Windsurf, est-ce que tu crois qu'ils vont aller dans le même sens un peu ou ils vont certainement, si on reprend en fait les niveaux en fait qu'il fallait avoir pour utiliser ces outils, ou est-ce qu'ils Ouais. vont encore plus se spécialiser? Lovable, est-ce qu'il va devenir encore un outil simplement plus simple, mais avec moins de fonctions techniques que Replit, etc. Non, je pense pas, mais bah, tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, le marché de ces outils-là, je pense qu'il va quand même un peu se concentrer, c'est-à-dire qu'il va y avoir il va y en avoir un qui va manger l'autre, etc. Parce que clairement, je crois qu'ils ont quand même vraiment la même vision si tu prends Replit et Lovable. Aujourd'hui, c'est deux produits qui sont complètement différents hein, en termes de use case. Moi, tu vois, par exemple, j'utilise les deux pour des use cases différents. Mais je pense que clairement, tu vois, d'un point de vue un peu vibe, community et tout. Lovable, ils sont très forts. C'est quand même ce qui est intéressant, c'est que ça reste un produit européen, tu vois, c'est suédois. Replit, je pense qu'ils sont hyper forts au niveau infra. Parce que c'est comme il disait, le gars, comment il s'appelle, Ahmad, euh, ouais, Ajmad, il me semble, ouais, le exactement. CEO, que j'aime beaucoup d'ailleurs, il fait plein de podcasts. Tu vois, il disait, pour la stack de base de Replit, ils ont recodé une partie du cœur Linux, quoi. Donc c'est vraiment, ils ont une infra qui est faite pour ça. Et je pense que les autres comme Lovable et autres, ben voilà, ils ont un beau produit qui utilise derrière pas mal Google Cloud Platform, etc. Et du coup, c'est pas tout à fait la même stack technique. Par contre, ils ont la même ambition. Donc vraiment la même ambition, la même mission. C'est the last piece of software. Je crois que c'est la tagline chez Lovable. Et puis, chez Replit, c'est un truc comme Empowering the next billion developers, un truc comme ça, genre que tout le monde peut Ouais. devenir développeur, quoi. Et ouais, faudra voir. Après, de nouveau, tu vois, t'as des notions de coût, quoi. C'est clair que quand tu commences à t'amuser sur Replit et que tu vas à fond en mode créatif et tout, tu vas vite quand même dépenser des sommes. Et de nouveau, c'est rien par rapport à des devs, mais pour un mec en privé qui veut s'amuser, faire une petite app pour j'en sais rien quoi, ça devient vite cher. Alors que si tu vas bricoler sur Cursor, apparemment aujourd'hui t'es quand même nettement moins cher. Par contre, faut se faire un peu violence et aller dedans. Donc ça va être intéressant, on verra comment le marché va évoluer. Je pense que tous ces produits seront pas forcément là dans 5 ans.
Je pense que ça va énormément se concentrer, se racheter parmi, etc. Et on verra comment. Enfin, l'avenir nous le dira, mais là, l'évolution elle est juste folle, quoi. Comme tu le dis, l'avenir nous le dira. En attendant, les amis, je vous invite la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt. Yes. Ciao Ciao, tout le ciao. monde.